Bienvenue à tous, International est au Niger. Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, nous reçoit dans sa capitale Niamey. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir ici à Niamey. Je vous en prie. Alors, c'est une émission exceptionnelle dans un contexte exceptionnel, bien sûr, la guerre au Mali, un pays voisin du Niger, avec la visite samedi du président français François Hollande. Quels objectifs pour la France? Quelle suite politique après la guerre? Quelles conséquences aussi pour l'ensemble de la région? La menace djihadiste est-elle éliminée? On va en parler avec vous. Quelle place aussi pour les Touaregs, un peuple au cœur de cette région Sahara-Sahel? La question aussi des richesses du sous-sol de la région, et en particulier l'uranium du Niger. Vous le savez, votre pays et d'autres d'ailleurs dans la région suscitent beaucoup de convoitises, des États-Unis à la Chine en passant par l'Europe. Alors pour vous interroger avec moi, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Et Charlotte Bozonnet du journal Le Monde. Bonsoir Monsieur le Bonsoir, Président. madame. Alors avant de parler avec vous, deux mots d'abord sur vous. Vous avez une formation de mathématicien, vous êtes ingénieur des mines, vous avez fait une partie de vos études à Montpellier, à Saint-Étienne en France. Vous avez travaillé plusieurs années pour la Société des mines de l'Aïr, une filiale d'Areva. Vous avez été Premier ministre de 93 à 94, président de l'Assemblée nationale en 95, plusieurs fois candidat à la présidence et finalement élu et bien élu en mars 2011 avec près de 58% des voix. Alors Monsieur le Président, votre pays, le Niger, je le disais, participe à cette guerre. 500 soldats nigériens sont déjà ou seront bientôt au Mali. Une guerre, comme vous l'avez dit, imposée par les terroristes. Une guerre aussi, vous l'avez dit, que nous gagnerons. Ce sont vos termes. Je vous propose de revoir l'enjeu de cette guerre pour le Niger avec Sandrine Gomez. Une colonne de véhicules blindés et des soldats au garde à vous. Venu motiver ses troupes ce jour-là, le président Mahamadou Issoufou en personne. Car depuis la crise au Mali voisin, le Niger est sur le pied de guerre face aux terroristes islamistes. Nous allons en guerre. Une guerre qui nous est imposée par des terroristes et des trafiquants en tout genre. Une guerre injuste. Cette guerre, nous la gagnerons. Au total, près de 500 soldats nigériens doivent rejoindre les troupes de la MISMA, la force d'intervention au Mali des pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour vaincre l'ennemi, le Niger a accueilli des renforts du Tchad, ici en transit il y a quelques jours, en direction du Nord-Mali. Objectif de l'offensive, sécuriser les 800 km de frontière avec le voisin malien et empêcher l'infiltration des groupes islamistes. Une crainte portée depuis des mois par le chef d'État nigérien, exemple en juin dernier, ici, aux côtés du président français. La situation est très préoccupante. Il s'agit donc au Nord-Mali d'une menace, non seulement pour la sous-région, mais pour le monde. Une inquiétude partagée alors par François Hollande. Nous avons là encore, avec le président Issoufou, posé ce que devaient être les principes pour éradiquer le terrorisme qui s'est installé. En ligne de mire notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui avant d'envahir le Mali avait déjà enlevé 2 jeunes Français dans un restaurant de Niamey. Un kidnapping à l'issue tragique au moment de l'intervention des forces spéciales françaises. Des prises d'otages d'autant plus redoutables qu'elles visent désormais directement les intérêts français. Exemple, les mines d'uranium d'Areva au Niger. En septembre 2010, 7 employés sont kidnappés sur le site d'Arlit. 4 sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Plus que jamais, ces sites stratégiques, qui alimentent plus d'un tiers des centrales nucléaires françaises, sont des cibles potentielles des groupes terroristes. Autre enjeu de la guerre au Nord-Mali pour le Niger, la question Touareg. Des populations nomades à cheval entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Une question devenue cruciale depuis avril dernier et la déclaration d'indépendance des Touaregs maliens de ce qu'ils appellent l'Azawad au Nord-Mali. Pour éviter un tel scénario, depuis de nombreuses années, le Niger s'efforce d'intégrer les Touaregs dans l'administration, l'armée et même dans le gouvernement. Exemple de cette mixité réussie, Brigui Rafini, le Premier ministre touareg originaire d'Agadez. Peut-être l'exemple à suivre au Mali. Si on ne trouve pas une solution politique à un problème politique, un problème de fond, il n'y aura pas de paix. Cette intégration politique des Touaregs sera l'un des enjeux de la reconstruction du Mali après le retrait des troupes françaises.
Alors, Monsieur le Président, avant de parler de la question de l'intégration éventuelle des Touaregs au Mali, d'abord une question sur l'intervention française. Vous aviez alerté à plusieurs reprises l'opinion internationale en 2012. Il y avait urgence, aviez-vous dit, donc cette intervention française, elle était à la fois nécessaire et légitime? Absolument. L'intervention française est nécessaire et légitime. La France ne serait pas intervenue après l'offensive que les djihadistes ont entreprise sur Konna. Aujourd'hui, les djihadistes seraient à Bamako. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État malien aujourd'hui serait devenu un État terroriste et menaçant les États et les pays voisins. Dont le vôtre, dont le Niger. Donc je pense que la position de la France, son intervention est légitime. C'est une intervention courageuse. Et je ne pense pas qu'il faille d'ailleurs, parce que j'entends souvent certains réagir en disant que c'est la France-Afrique, c'est le retour de la France-Afrique. Je n'ai pas la même analyse, je n'ai pas la même vision des choses, dans la mesure où si la France-Afrique veut dire l'existence de ces réseaux d'Africains, de Français, qui ont leur intérêt propre, souvent aux dépens des intérêts des peuples africains et des peuples français. On n'est pas dans cette figure. Si c'est cela que ça veut dire, alors cette intervention, ce n'est pas la France-Afrique. Et d'ailleurs, avec le président Hollande, quand on s'est vu récemment, on avait évoqué cette question-là et on avait convenu qu'il fallait travailler dans l'intérêt des peuples, qu'il fallait avoir des relations stratégiques entre l'Afrique et la France dans l'intérêt des peuples et non pas de l'intérêt des réseaux. Oui, là vous parlez déjà de l'avenir. Alors on va en parler dans quelques instants. Bruno Darroux. Alors justement, Monsieur le Président François Hollande était ce samedi au Mali, il s'est rendu à Tombouctou puis à Bamako. Il a indiqué que l'armée française n'avait pas vocation à rester, mais qu'en même temps la tâche n'était pas terminée. Les villes ont été reprises, Tombouctou, Kidal notamment. Il va y avoir une deuxième phase. L'armée française, a-t-il dit, va rester encore quelques semaines et puis il va passer le relais aux Africains. Alors, les Africains, c'est pour quand? Quel calendrier précisément? Et dans ce cadre-là, quel rôle votre pays, le Niger, compte-t-il jouer? Effectivement, vous avez raison de le souligner. Je ne pense pas que l'intervention française soit terminée avec la libération des principales villes du nord du Mali. C'est vrai, Tombouctou est libéré, Gao est libéré. Les Français sont actuellement à Kidal. Il reste encore à remonter plus au nord, vers Tessalit. Mais même avec ça, le problème n'est pas réglé. Parce qu'il faut bien voir que l'objectif de cette guerre, ce n'est pas seulement de libérer le Nord-Mali. En tout cas, c'est la vision du Niger. L'objectif de cette guerre, c'est non seulement de libérer le Nord-Mali, de débarrasser le Nord-Mali des djihadistes et des trafiquants de drogue, mais c'est de débarrasser l'ensemble du Sahel de ces groupes, de ces menaces, qui constituent des menaces non seulement pour nous, mais également pour vous, pour l'Europe, pour la France, pour le monde entier. Il faut dire que ces groupes ont des connexions avec les autres islamistes. Justement, on va parler de cette importance, enfin de la question des djihadistes qui est très importante pour la région. Mais d'abord sur le plan strictement militaire, une fois que la France se sera retirée dans quelques semaines, voire quelques mois, est-ce que cette fameuse force africaine, la MISMA, sera prête à prendre le relais? Est-ce que vous avez confiance dans cette force? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rapidement mettre en place un encadrement par l'ONU? J'ai confiance en cette force, la MISMA. Et d'ailleurs, si je dois prendre un exemple sur le cas du Niger, où notre contingent était prêt depuis longtemps, et ce contingent est actuellement présent à Gao. C'était un contingent de 680. 680, donc plus qu'on avait annoncé, on avait annoncé 500. Cela a été annoncé. Donc 680, ce contingent est prêt, il est déjà présent sur le terrain à Gao. Et je crois que les autres pays africains également, qui doivent contribuer à ce contingent-là, sont en train de se préparer, sont en train de mettre des éléments en place. Et le rôle de l'ONU? Je signale d'ailleurs qu'il y a le Tchad qui est déjà aussi présent. Qui ne fait pas partie de la CEDEAO? C'est vrai, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais c'est la force africaine d'intervention, il faut la voir comme ça. Et le Tchad est déjà présent avec 2000 hommes. À Kidal. Et sur le rôle de l'ONU, que l'ONU pourrait jouer plus tard, est-ce que cette force de la MISMA pourrait être intégrée dans une force des Nations Unies? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Le plus important, c'est qu'une force capable de sécuriser le Nord-Mali et le Mali de manière générale soit en place afin de créer les conditions d'organisation d'élections libres, démocratiques. Oui, mais si c'est une force de l'ONU, en fait, ça permet d'élargir le côté régional de la force africaine. Ça permettrait peut-être notamment à la France de rester un peu plus longtemps, mais sous casquette de l'ONU. Et ça permet aussi des financements.
Absolument. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela soit des casques bleus, que la MISMA soit transformée en un contingent de casques bleus. C'est peut-être même mieux encore. Ça donne plus de certitude, ça donne plus de possibilités pour mobiliser de manière permanente, de manière constante, les moyens afin que la situation puisse être maîtrisée. Avant de passer la parole à Charlotte Bauzonnet, encore une question strictement militaire. On a parlé du fait que le Niger pourrait accueillir des drones américains sur son sol. Est-ce que c'est une information est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que vous confirmez que ça pourrait l'être dans un proche avenir? Écoutez, je pense que tout ce qui peut permettre d'assainir la situation, tout ce qui peut permettre de sécuriser le Sahel est à prendre. Donc, nous sommes en discussion avec beaucoup de pays, avec la France, avec les États-Unis. Et pour mais excusez-moi, les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. Il y a eu des informations de presse comme quoi il y avait un accord qui était conclu ou sur le point d'être conclu concernant des drones et peut-être même une base militaire. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous dites que ces négociations sont en cours? Nous sommes en discussion avec tous les pays, comme je vous l'ai dit, parce que je suis très préoccupé par la situation sécuritaire de mon pays. Je suis très préoccupé par la situation sécuritaire du Sahel. Donc nous ferons tout pour que nos pays restent en paix et en sécurité. Y compris éventuellement des drones américains. On a bien compris. Charlotte Bauzonnet. Monsieur le Président, sur la question des drones américains, est-ce que vous n'avez pas peur que justement le fait d'installer une base sur votre territoire fasse du Niger une cible pour des groupes armés islamistes extérieurs? Mais vous voyez que déjà le Mali a été occupé, tous nos pays sont des cibles. N'oubliez pas que nous avons sur notre flanc sud, au Nigeria, la présence de Boko Haram. Le Niger partage avec le Nigeria une frontière de près de 1500 km et c'est la même population de part et d'autre de la frontière. Donc le Niger, comme tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sont des cibles potentielles des terroristes. Alors, sur le plan je dirais, des intentions de ceux qui sont intervenus donc, au Nord Mali, les Touaregs du MNLA et puis les djihadistes de tous ces mouvements, que ce soit en Sardine ou Mudjao, vous répétez qu'il n'y a pas, que l'indépendance du Nord Mali, ce n'est pas une question à l'ordre du jour. C'est-à-dire que l'unité du Mali, pour vous, président d'un pays voisin du Mali, l'unité de ce pays, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Non, c'est évident. Regardez la carte de l'Afrique. Quand vous regardez cette carte de l'Afrique, elle ressemble à un miroir brisé. Il y a tellement de frontières artificiellement mises en place que je pense qu'il ne faut pas encore en rajouter. Il ne faut pas encore mettre d'autres frontières à l'intérieur des frontières actuelles. Si jamais on doit sortir des frontières héritées de la colonisation, je pense qu'il faut en sortir par le haut, par l'intégration. Déjà, les États africains actuels ne sont pas viables, alors les diviser, les saucissonner, les balkaniser, ça sera encore mettre en place des États encore moins fiables que les États actuels. Donc, je pense qu'il faut, en ce qui concerne le Nord Mali, éviter la division du Nord Mali. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la libération du Nord Mali. Si c'est pas l'indépendance, pour restaurer l'intégrité du territoire du Mali. Si ce n'est pas l'indépendance, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une autonomie renforcée à l'intérieur du Mali unitaire? Ça pourrait être une indépendance de telle ou telle province? Comment vous voyez? Le plus important, je pense que dans tous nos pays, c'est de promouvoir la démocratie, de promouvoir les valeurs démocratiques, de permettre au peuple de s'exprimer. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur communauté, il faut que les gens s'expriment. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une autre façon d'associer les populations à la base, d'associer, de créer les conditions pour que les populations prennent à main leur destin au niveau local, c'est la décentralisation. C'est ce que nous avons mis en œuvre au Niger. Nous avons la communalisation intégrale, nous avons des régions qui sont dirigées par des responsables désignés par les populations locales. Je pense que ça peut être une voie pour le Mali, pour que, au plan politique, les revendications posées par certaines communautés puissent être satisfaites. Alors, sur cette question-là, sur les Touaregs, peut-être. Je voudrais revenir un peu sur la situation au nord du Mali. Clairement, vous considérez que ce qui se passe au nord du Mali, ça a un impact direct sur la sécurité de votre pays. C'est pour ça que vous avez déployé des troupes le long de votre frontière avec le Mali? Absolument. J'ai toujours considéré que la situation, les menaces qui existent au Mali constituent un problème de sécurité intérieure pour le Niger. Et c'est pour cela que le Niger s'est préparé très tôt. Et c'est pour cela que j'ai eu à plusieurs reprises à sonner l'alarme
pour que, assez rapidement, on puisse sortir de la situation dans laquelle se trouve le Mali. Alors, vous avez peur que les islamistes qui ont quitté actuellement les villes dans le nord du Mali, qui se sont réfugiés dans des montagnes plus au nord, au Mali, mais vous avez peur que certains d'entre eux veuillent s'infiltrer dans votre pays? C'est des choses qu'il faut prévoir. Vous savez, gouverner, c'est anticiper, il faut tout prévoir. Nous avons prévu ça et nous avons pris les dispositions au Niger en conséquence, en tenant compte de la possibilité pour les djihadistes de refluer sur le Niger. Mais pour l'instant, ils ne viennent pas vers le Niger, ils sont en train d'aller vers l'Adra des Ifogas, donc vers le nord, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mais je voudrais revenir sur les Touaregs. Oui, j'allais y revenir. Vous dites, bon, il y a une revendication posée par les Touaregs au Mali. Alors, ce qui est important, c'est de noter que les Touaregs ne sont pas toujours représentés par ceux qui prétendent les représenter. Vous parlez du MNLA? Je parle du MNLA. Le MNLA n'est pas représentatif du peuple Touareg. Mais malgré tout, alors qui serait, à vos yeux, légitime autour de la table si des négociations doivent avoir lieu entre le pouvoir à Bamako, entre le pouvoir actuel et, disons, les représentants des Touaregs du Nord? Si ce n'est pas le MNLA, qui ça peut être? Mais les représentants des Touaregs du Nord, déjà, le Mali était un État démocratique. Il y a des élections qui étaient organisées au Mali. Les Touaregs, comme les autres communautés, s'exprimaient à travers ces élections. C'est à l'époque, avant le coup d'État, avant ces événements, il y avait des députés Touaregs à l'Assemblée nationale du Mali, désignés par les communautés du Nord Mali. Avant le coup d'État de mars 2012. Avant le coup d'État du 22 mars 2012. Donc c'est pour cela que moi je mets l'accent sur la nécessité de restaurer la démocratie au Mali, de donner la parole au peuple, que ce peuple soit Touareg, Soraï, Bambara. Il faut que le peuple s'exprime. Et il y a des leaders aussi des différentes communautés au Nord Mali, que ces communautés soient Songhai, soit Touareg, soit Arabes ou Peul. Vous qui avez réussi à intégrer, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, qui avez réussi à mieux intégrer en tout cas les Touaregs dans le pouvoir au Niger, c'est un peu le conseil que vous donnez au Mali. C'est un peu le conseil que je donne. Au Niger, ça s'est passé naturellement. On a mis en place un système démocratique, un système d'élection à travers lequel les peuples s'expriment. Et une fois que les élections sont faites, toutes les forces, toutes les communautés, toutes les classes, toutes les couches sont associées à la gestion du pays. Monsieur le Président, vous expliquez bien qu'il y avait une démocratie mise en œuvre au nord du Mali avec une capacité de représentation pour la communauté touareg. Qu'est-ce que le Mali n'a pas fait, que vous avez fait et qui a fait en sorte que votre pays reste en dehors pour l'instant de ce type de rébellion? Alors il faut regarder un peu d'où vient le problème actuel du Mali. N'oublions pas qu'au début des années 90, il y a eu le GSPC en Algérie. L'Algérie a lutté contre le GSPC, l'Algérie a vaincu le GSPC, mais il y a eu des débris du GSPC qui sont venus se réfugier. Il faut expliquer que c'est dans les années 90. Dans les années 90, à la frontière algéro-malienne. Ils sont descendus en fait malheureusement, du sud de ils sont descendus vers le sud. Malheureusement, ces débris du GSPC qui s'est mué en AQMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique, n'a pas été combattu à temps. Il y a eu, comme vous le savez, un état-major commun qui a été mis en place au niveau des 4 pays dits du champ, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie et le Niger. Pas très efficace. Mais malheureusement, ce comité d'état-major n'a pas fonctionné et n'a pas pu nous permettre d'étouffer à temps cette menace. Et à cela, donc vous demandez à l'Algérie de jouer un rôle plus important. Et à cela est venue s'ajouter la crise libyenne. Parce qu'on perd de vue cela. Cette crise libyenne a malheureusement amplifié les menaces qui existaient déjà dans cette zone du Sahel, avec l'arrivée de factions armées, issues des débris là encore. Oui, il faut expliquer que Kadhafi utilisait les Touaregs comme mercenaires en fait. Kadhafi utilisait les Touaregs comme mercenaires. Il y avait beaucoup de Touaregs qui ont quitté le Mali et qui sont restés à Libye pendant 30 ans dans l'armée libyenne. Et ce sont ces Touaregs-là qui sont revenus pour faire la rébellion au Nord Mali. On s'interrompt 2 minutes et on se retrouve après une petite pause. À tout de suite.